Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je prends la parole avec gravité et avec beaucoup d'humilité, notamment après la remarquable intervention du président Jean-Louis Bourlanges, dont je salue la hauteur de vue. Depuis le 7 octobre dernier, le monde se trouve dans une situation plus inquiétante, plus instable et plus tragique. La communauté internationale est abasourdie par le retour du terrorisme en Israël qui frappe la population avec une ampleur inégalée et par le cycle de violence aveugle qui s'ensuit. La paix, la vie des êtres humains, les valeurs qui fondent le droit international doivent faire face à des ennemis dangereux et puissants. Des ennemis qui propagent la haine, qui fantasment et nourrissent de supposées guerres de civilisation. Dans cette situation, que l'on soit législateur ou membre de gouvernement, il nous faut toujours chercher la mesure, admettre la complexité et préférer la voie de la raison à la démagogie. Souvenons-nous des mots de Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, lorsqu'il a reçu en 1994 le prix Nobel de la paix, aux côtés de Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, et Shimon Peres, son ministre des Affaires étrangères. Il déclarait alors, et je cite, « Si nous ne parvenons pas à nourrir la paix pour qu'elle gagne en force, si nous ne lui donnons pas la possibilité de se développer, le pari pourrait être perdu et gaspillé. » Les efforts pour la paix ont été gaspillés. Le pari de la paix n'a jamais semblé aussi difficile. Le retrait total des colonies en Cisjordanie n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, nous avons assisté à l'accélération sans précédent de son morcellement et à la multiplication par 4 du nombre de colons israéliens. Le droit des Palestiniens n'ont jamais été pleinement respectés. Au contraire, ils ont été expropriés de leurs terres, leur circulation a été restreinte et l'accès aux soins a été gravement entravé par le blocus mené par Israël depuis 2007. Le sentiment d'injustice s'est donc enraciné. La construction du mur a fini d'éloigner physiquement et psychologiquement les Israéliens et les Palestiniens. Le processus de paix s'est délité et tous ceux qui se revendiquaient les partenaires de la paix au niveau international se sont bercés d'illusions, en pensant que le conflit israélo-palestinien était devenu secondaire, que les souffrances des Palestiniens s'effaceraient, que la situation se banaliserait. Ils ont finalement détourné le regard, ils ont échoué. Et soudain, le 7 octobre dernier, le Hamas, ennemi de la paix, a commis une vague d'attentats terroristes sur le sol israélien. Le Hamas a perpétré un massacre de masse, 1400 morts, un acte de barbarie impardonnable. Des femmes, des enfants, des vieillards ont été exécutés, brûlés vifs. 200 civils ont été enlevés et sont toujours séquestrés. La France demande leur libération et nous l'espérons rapide. L'ensemble de cet hémicycle s'est levé pour condamner ces massacres et exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien. Et je souhaite aujourd'hui lui redire notre amitié et notre compassion face aux souffrances qui l'étreignent. Je veux aussi dire notre admiration pour celles et ceux qui, en Palestine et en Israël, continuent de croire à la paix. Ils seront un élément déterminant pour une paix durable. Les attaques du Hamas étaient planifiées, préparées, et répondent à des objectifs précis. Terroriser le peuple israélien et isoler Israël par rapport à ses partenaires régionaux. En effet, il est possible que cette attaque ait été déclenchée pour affaiblir les accords d'Abraham, pour rendre impossible la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite et au final, impossible la paix au Moyen-Orient. Par sa vengeance aveugle, le gouvernement israélien tombe dans le piège tendu par le Hamas. Le respect des droits humains est le seul rempart face à la barbarie. Le droit à la légitime défense n'est pas sans limite. Le droit à la légitime défense ne justifie pas de commettre des crimes de guerre. Le droit à la légitime défense ne justifie pas d'affamer 2,3 millions de personnes, dont 1 million d'enfants. Le droit à la légitime défense ne justifie pas de les priver d'eau, de bombarder des écoles ou des postes de secourisme. 5000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont au moins 1900 enfants. Le manque de carburant met en péril le fonctionnement des hôpitaux, met en péril les soins apportés aux plus de 14 000 blessés et la vie de 120 nouveau-nés prématurés actuellement dans des couveuses.
En Cisjordanie également, les civils palestiniens font l'objet d'une violence meurtrière. 90 personnes ont été assassinées par des colons ou des soldats israéliens depuis le 7 octobre. Nous condamnons sans réserve les crimes de guerre commis par le gouvernement israélien. Les civils doivent être protégés, point. Il n'y a pas de mais possible. Rien ne justifie de faire mourir des innocents, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. L'apathie à la souffrance de l'autre, la négation de son humanité sont les prémices des pires atrocités. La riposte du gouvernement de Netanyahou est inacceptable d'un point de vue moral et non conforme au droit. La France, dans l'Union européenne, doit être ferme face au gouvernement israélien et elle doit réaffirmer l'exigence d'une pause humanitaire et d'un cessez-le-feu. La France doit conserver une voix équilibrée. Aujourd'hui, cette voix est affaiblie. Mais quoi de plus normal? Ce week-end, la ministre des Affaires étrangères parle avec ses homologues au Caire, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale se rend à Tel Aviv et elle porte des paroles qui nous semblent contradictoires. Le président de la République se rendra sur place uniquement demain, bien après son homologue américain ou allemand. La France est en retard, elle est brouillonne, elle est confuse et par conséquent, elle est inaudible. Et toutes celles et ceux qui interfèrent avec la parole de la France en apportant un soutien inconditionnel à la riposte de Netanyahou commettent une faute lourde. Ils fragilisent le chemin vers la paix. En tout premier lieu, la grandeur de la France doit être déjà de reposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en incluant la pause humanitaire qui, grâce notamment au travail des écologistes, est devenue la position officielle du Parlement européen et a été adoptée dans sa très grande majorité. La pause humanitaire est l'outil permettant un arrêt immédiat des bombardements afin de sécuriser la fourniture de biens de première nécessité aux habitants de Gaza et doit permettre d'aboutir à un cessez-le-feu. Alors que cette position est aujourd'hui majoritaire à l'ONU, la France doit user de tout son pouvoir diplomatique pour que les États-Unis n'utilisent pas de nouveau leur droit de veto à l'encontre du respect de cette pause humanitaire. Elle sera le socle sur lequel nous pourrons bâtir un cessez-le-feu négocié entre l'ensemble des parties. Oui, la France dans l'Union européenne, au nom des valeurs qu'elle défend, doit exiger un cessez-le-feu. Elle doit dépasser son rôle de force facilitatrice de dialogue pour devenir une puissance participant activement à la restauration de la paix. Oui, la France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car c'est une position juste et une position humaniste. Juste car la communauté internationale a sa part de responsabilité dans la tragédie qui coûte la vie aux Israéliens et aux Palestiniens. Humaniste car on ne peut laisser mourir sans agir des milliers de femmes et d'enfants. La France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car les risques d'escalade du conflit au niveau régional et potentiellement au niveau mondial sont réels. La France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car cette guerre nourrit celles et ceux qui veulent nous entraîner dans une prétendue guerre des civilisations. Elle renforce le poids de la Russie, de l'Iran et de la Chine. La France dans l'Union européenne doit faire vivre l'espoir et la solution à deux États. Deux États, c'est la seule solution pour permettre à chacun de disposer de sa propre souveraineté alimentaire, de sa souveraineté énergétique, de sa souveraineté industrielle, de sa souveraineté sociale. C'est la seule solution pour permettre aux Israéliens de vivre en sécurité et aux Palestiniens de vivre libres. Nous avons abandonné cette solution d'espoir. Nous avons perdu le chemin de la paix. Il est temps de le retrouver. La voix de la paix doit pouvoir s'exprimer dans les rues françaises. La voix de la solidarité avec le peuple palestinien doit pouvoir s'exprimer librement. La liberté d'expression, la liberté de manifestation sont indispensables au bon fonctionnement d'une société démocratique. Les interdictions de manifestation arbitraires et sélectives doivent absolument cesser. Si hier à Paris, le rassemblement Place de la République a pu se tenir et je m'en réjouis, samedi en Isère, le rassemblement avait été interdit par un arrêté préfectoral. La France doit être la voix de la paix. C'est ainsi que nous honorerons les mémoires de celles et ceux qui sont battus pour la paix et qui avaient mis en nous leurs espoirs pour continuer leur combat. Déjà en 1994, Yitzhak Rabin déclarait « Il n'y a qu'un seul moyen radical de sanctifier la vie humaine. La seule solution radicale est une paix réelle. » C'est d'ailleurs le courage inouï de ce message qui lui coûtera la vie quelques mois plus tard. Alors soyons les partisans de la paix. Oui, nous le savons, le chemin sera long, le chemin sera difficile. Il exige un engagement sans faille. Il exige d'être sans ambiguïté. Il exige un travail diplomatique
acharné, un processus pour aboutir à la création de 2 États, pour que chaque enfant d'Israël, enfant de Palestine, puisse vivre leur vie, vivre leurs rêves à l'abri de la haine et de la mort. La paix n'est pas une invocation naïve. Elle est l'une des plus hautes réalisations de l'humanité, mais aussi l'une des plus fragiles. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, la paix n'est pas un acte de foi, elle est un acte de courage.